À tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors donc aujourd'hui je suis avec Aline qui est juste à côté de moi. Bonjour. Ça va, tu vas bien Aline? Très bien, merci. Alors on s'est trouvé un banc que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser pour des vidéos précédentes. On va essayer, je vous rassure, de respecter la distance, la distance barrière. On va garder les bonnes habitudes. Donc Aline est psychologue, c'est bien ça? Tout à fait, psychologue. Alors attends que je m'oriente bien, voilà, tout à fait. Voilà. Alors, content déjà de te connaître, ça fait quelques temps qu'on s'est croisés en fait, et ton bureau il se situe juste derrière le mien en fait. Ouais. D'accord? Je vais essayer voilà, la vision d'angle, c'est comme ça. Aline, parle-nous un petit peu de ton parcours alors. Oui. Donc, je suis donc psychologue, j'ai été formée à la psychothérapie systémique aussi. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Mon parcours, c'est que j'ai depuis très jeune fort été attirée par l'autre, en fait, avec un A majuscule, par l'autre, par la rencontre et par tout ce que ça amène de différent quand on rencontre l'autre. D'accord. Et donc, quand on parle de l'autre, c'est aussi les différences culturelles. Et donc, depuis jeune, j'ai déjà été baignée dans ces différences culturelles-là. Et ça m'a passionnée. J'ai été rapidement passionnée par la psychologie humaine. Oui. Et donc, bien de là, j'ai fait des études de psychologie et j'ai intégré à ça toute la dimension culturelle, interculturelle et la psychologie interculturelle. Tu es belge, hein? Et donc, je suis belge. D'accord. Je suis belge d'origine. Ouais, il y en a de plus en plus de Belges d'ailleurs au Sénégal. Oui, j'ai l'impression. Alors, oui, vas-y, je t'en prie. Donc voilà, de là, j'ai fait des stages pendant mes études au Sénégal. Parce que voilà, j'avais déjà voyagé au Sénégal, j'avais créé des liens, et puis j'ai toujours eu, c'est vrai, cette attirance pour l'Afrique, comme je pense que beaucoup ont au départ quand ils viennent à un moment donné s'installer dans un pays africain ou autre. Et donc de là, j'ai fait un stage dans un centre conseil ado dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaye, où j'étais très interpellée par la vécu de ces jeunes. Et avec un collègue assistant social sénégalais, on a eu des idées de projets d'accueil psychosocial pour ces jeunes. Et donc, après ça, je suis rentrée en Belgique parce qu'il y avait beaucoup de choses d'abord à faire en Belgique. Oui. J'étais très jeune encore à l'époque. Et j'ai continué à travailler dans le domaine du soin et toujours avec cette dimension culturelle. Donc j'ai fondé une maison médicale en Belgique qui permettait un accès aux soins pour tous. Donc financièrement, les patients ne devaient pas payer et on accueillait une population souvent d'origine étrangère. Et donc voilà, j'ai continué à travailler dans ces dimensions. Donc si je fais un petit récapitulatif, tu as aussi bien de l'expérience en Europe qu'ici, justement, qui t'a amené à venir t'installer au Sénégal. Oui, tout à fait. D'accord. J'expliquais ça parce que pour vous expliquer comme voilà, j'ai toujours été assez passionnée par finalement cet entre-deux culturel, les passages d'une culture à l'autre, la transition, tout ça, ça m'a beaucoup passionnée parce que je trouvais que entre deux, il y a toujours un espace où on peut créer quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui peut ressortir. Alors ça demande des efforts, parfois c'est déstabilisant, mais j'aime beaucoup cette notion de création dans l'entre-deux, dans le métissage, dans les mélanges. Et donc ça a toujours... Faire jaillir quelque chose de nouveau, voilà, en mélangeant justement. En co-construisant et dans la rencontre. Donc c'est pour ça que je vous expliquais un peu ce parcours-là. D'accord. Et donc voilà, donc effectivement, moi je suis revenue au Sénégal parce que ce projet avec les jeunes est toujours resté en moi depuis toutes ces années. Et à un moment donné, ça a été le bon moment pour moi de revenir concrétiser ces idées-là et en même temps pour un projet de vie parce que ça fait partie du tout. Donc voilà, donc je travaille au niveau associatif dans la fondation de Maisons de Jeunes, Oui. avec toute une approche psychosociale pour les jeunes sénégalais, afin vraiment de les renforcer dans leurs ressources, qu'ils puissent vraiment pouvoir penser réellement une réussite au Sénégal et pas toujours ailleurs.
Et puis à côté de ça, je développe aussi un cabinet privé. Voilà, qui se situe justement ici, à plein sud, plein voilà, sud 1. D'accord. Juste derrière mon bureau, en fait. Tout à fait. Voilà. Malheureusement, on est pris par le temps, on peut pas. Oui. Voilà, c'est pour ça. Donc j'essaye de garder une cadence. Aline, quel serait toi, comment tu perçois l'expatriation en tant que psychologue? Oui. Alors l'expatriation, pour moi, ça me fait toujours penser à ce passage, à ces transitions. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, c'est un changement. Et donc ça continue à me passionner dans ce sens-là. Et donc je pense que l'expatriation est une très grande ouverture, une très grande richesse. Si on a la chance de la vivre, ça peut être très beau dans une vie. Maintenant, c'est sûr que ça demande pas mal d'efforts et donc ça demande pas mal d'efforts, ça demande, comme je le disais, une grande ouverture. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde, l'expatriation? Voilà, je pense que Excuse-moi de te prendre comme ça, c'est la question. Non, c'est bien que tu me le demandes parce que je pense que ça peut être à la portée de tout le monde. Maintenant, c'est peut-être plus facile pour certaines personnes, selon les fragilités de base ou le parcours, et puis selon comment est vécue cette expatriation. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'une expatriation n'est pas une autre expatriation. Chaque expatriation est très unique, ça dépend voilà, du travail. Est-ce que vous êtes envoyé en expatriation avec un contrat de travail d'expatrié? Ça change tout. Est-ce que vous venez en famille ou seul? Est-ce que vous avez tout quitté de manière un peu aventurière pour venir, imaginer, construire une nouvelle vie dans un autre pays? Tout ça, ça joue beaucoup. Ça joue aussi du pays. Bon, ici, le Sénégal, voilà, c'est quand même assez facile au niveau de la langue, au niveau des infrastructures. Un pays avec beaucoup de tourisme et d'expatriés, ça change beaucoup au niveau des facilités. Mais donc voilà, ça dépend déjà beaucoup de ça. Alors, ta question c'était quoi déjà? Moi, j'ai tellement d'idées dans ma tête que j'essaye de condenser, mais c'est pas. Alors, je te disais effectivement en tant que psy, comment tu perçois l'expatriation? Bah, tu as un peu répondu en fait. Hein. Tu disais que d'une personne à l'autre, ça peut être différent. Oui, c'est ça. D'une expatriation à l'autre, effectivement, selon les circonstances, contrat de travail, pas contrat de travail, assez aventureux ou pas, ça peut rendre l'expatriation complètement différente l'une de l'autre. Hein. Tout à fait. Et puis ça dépend aussi des objectifs. Voilà. Enfin oui, voilà. Pourquoi on part. Et donc, comme je le disais, l'expatriation, je pense que ça peut être un très très beau parcours dans une vie, à condition mais comme dans tout, je pense que déjà à la base, il faut faire attention de ne pas idéaliser l'expatriation, idéaliser le pays dans lequel on arrive. Il ne faut pas sous-estimer le choc culturel aussi. Oui, c'est vrai. Parce que voilà, ici moi, je sais pas toi, mais moi c'est vrai que j'avais déjà eu de longues années d'échanges avec le Sénégal, donc le choc culturel n'était pas vraiment présent. Mais pour certains qui n'ont par exemple jamais voyagé dans le pays où ils vont ou dans le continent où ils déménagent, ça peut être assez important. Absolument. Ne pas oublier d'où on vient aussi. Ne pas oublier d'où on vient. Pour éviter de se perdre. Tout à fait. Parce que c'est un grand changement. On peut le vivre comme une rupture assez violente pour certains, hein, parce que parfois on ne prépare pas non plus assez. C'est ça que j'allais dire. C'est très important de préparer ça. Quand on est en famille, de le préparer en famille, d'intégrer les enfants dans cette préparation, le conjoint, parce que si vous partiez par exemple pour le contrat de travail d'un des deux conjoints, l'autre, c'est important qu'il ne soit pas juste un suiveur, qu'il puisse aussi s'approprier l'expatriation. Très important. Et puis, je pense que l'expatriation, comme tu le disais, il faut faire attention à ne pas oublier ses racines. Oui. Parce qu'effectivement, ça peut être un déracinement. Ça amène à une rupture. Ça vient, du coup, interroger un peu des questions identitaires. Absolument. On se retrouve beaucoup plus face à soi-même quand on se retrouve face à l'autre, en fait. Hein. Quand les rencontres, c'est intéressant, on découvre l'autre, mais ça vient interroger l'autre en nous aussi. Absolument. Ça vient interroger des choses qu'on connaissait peut-être pas de nous, parce qu'on se retrouve dans des situations dans lesquelles on n'est pas habitué, pour lesquelles on n'est pas habitué. Et c'est un changement. Et puis tout changement, c'est magnifique parce que c'est une nouvelle aventure, mais ça fait peur. Ça peut faire peur, oui, tout à fait. On connaît pas, on doit développer des nouveaux repères, des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes. Alors ça rentre un peu dans la question suivante que je voulais poser. Oui. La recette, en fait, ou quels seraient les conseils pour réussir son expatriation? Voilà. Donc, je pense que tout d'abord, il faut pouvoir être très bienveillante vis-à-vis de soi-même, à l'écoute de soi.
pouvoir vraiment se faire confiance, laisser venir les choses, tout en étant proactif, parce que, comme je le disais, c'est des efforts. Je pense qu'il faut connaître ses objectifs. C'est très important de ne pas fuir quelque chose de ses origines. Oui. Ça, par contre, c'est vraiment très important. Ne pas fuir son pays et ne pas fuir quelque chose et venir chercher autre chose ailleurs. Parce que ce que tu fuiras, tu le retrouveras ici, en quelque sorte. Et peut-être même de manière exponentielle, parce que ce que tu n'as pas réglé avant, quand tu te retrouves dans une situation où tu perds un peu tes repères, ça se développe encore plus. Ça s'amplifie? Ça s'amplifie. Ah oui, effectivement. Excuse-moi de te Oui. couper. Alors c'est vrai que ce que tu dis là, c'est vrai, c'est particulièrement. Et même moi, ça m'interpelle parce que souvent je me suis posé la question. C'est vrai que si vous réglez pas vos problèmes internes chez vous, ne pensez pas qu'en changeant de contexte, le problème va se résoudre. Hein. C'est ça. Hein. Au contraire, comme tu le dis, tu l'expliques, ça va s'amplifier en fait. Tout à fait. Parce que justement, ce qui nous contenait, les cadres sécurisants qu'on connaissait dans notre ville d'origine, avec notre famille, etc. Ben, en plus d'avoir, vous aviez déjà ça avant, ça n'allait déjà pas. Vous venez dans un pays où vous n'avez pas du tout ça. Imaginez l'effet que ça peut avoir. Vous êtes encore moins sécurisé par ce que vous connaissiez et ce qui pouvait vous apporter du bien-être. Et ça en découle justement. Alors une question, souvent, hein, j'en ai parlé avec les abonnés, les non-abonnés. En fait, j'ai remarqué, Aline, ici, hein, mais il n'y a pas qu'ici. Hein, j'ai vu des reportages sur la Thaïlande, Madagascar, Nosy-Bé, etc., la République dominicaine. Je remarque que beaucoup d'expatriés. Alors moi j'aime bien le terme immigré, hein, parce que comme j'ai pas de contrat de travail, bah t'es comme moi en quelque sorte. Il y a aucune honte à se définir comme un immigré. Donc j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'immigrés expatriés retraités, qui sombraient soit dans l'alcool, soit dans le tabagisme, ou le pire, les deux. Par exemple, sur 10 expatriés, j'ai remarqué qu'il y en avait au moins 7, 8 qui boivent ou qui fument ou qui font les deux. Est-ce qu'il y a une corrélation avec l'expatriation, un mal-être que l'expatriation engendre, et que ces gens-là essayent de le compenser inconsciemment par la boisson ou par l'alcool pour essayer d'atténuer un peu ce déséquilibre intérieur. Enfin, j'en sais rien, hein, mais dis-moi ce que toi tu en penses. Oui. Mais alors déjà, d'habitude, toute addiction est quand même un comportement adaptatif à une situation angoissante, à une situation pour laquelle on a besoin d'être réconforté, sécurisé. On a besoin de retrouver un peu de bien-être pour apaiser les choses. D'accord. Donc, sachant que l'expatriation peut demander une suradaptation, les addictions, l'alcool, le tabac, les drogues peuvent venir justement apaiser cette suradaptation et fuir un peu cette pression vécue. À ça se rajoute au niveau de l'expatriation le fait que on va peut-être avoir accès à ces substances beaucoup plus facilement qu'en Europe, ou alors on va avoir, selon les conditions d'expatriation, mais des ressources financières plus grandes. Moins de limitations. Moins de limitations. Le climat est bon, le soir on fait la fête plus tard, il y a plus, tout ça engendre plus de consommation. Et puis aussi on arrive dans un endroit où a priori on n'a pas spécialement de liens sociaux. Et donc il va y avoir parfois une tendance à vouloir se sociabiliser à travers des fêtes, à travers des fêtes, et puis on boit plus facilement, et puis voilà, petit à petit. Et à un moment donné, il m'est arrivé de rencontrer des patients qui ne se reconnaissaient plus dans cette expatriation parce qu'ils s'étaient perdus. Ils s'étaient un peu perdus. Ils s'étaient perdus, notamment à cause parfois des addictions. D'accord. Donc effectivement, ça peut être, je pense, beaucoup plus présent en expatriation, selon les pays aussi. Selon les pays aussi, c'est vrai. L'accès à la... écoute, je te remercie, je te remercie pour toutes ces informations. Aline, je vais te faire finir un petit peu cette mini-interview. Il y aurait tellement de choses encore à dire et à parler parce que c'est un sujet très passionnant. Et moi, en tout cas, j'en suis très friand de tout ça. Déjà, parle-nous un peu de ce que tu peux proposer aux gens, tes activités. Oui. Donne également ton numéro de téléphone, comme ça, si les gens ont besoin. Puis si tu veux dire quelque chose qui te passe par la tête, n'hésite pas. Oui, ça me permet de te dire que une chose que tu m'as pas encore laissé le temps de dire, c'est qu'en expatriation, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on peut se retrouver très seul à un moment donné, être confronté à une grande solitude, même s'il y a des gens, même s'il y a la famille. Mais c'est ce que je te disais, c'est qu'on est confronté à soi-même. Et je pense que c'est super important de ne pas fuir ce qu'on ressent à ce moment-là. Quand on est confronté à soi-même, on va ressentir peut-être de l'angoisse, des blessures, des vieux démons qui nous reviennent.
surtout ne fuyez pas ça dans la logistique, l'efficacité, le travail. Voilà. Confrontez-vous d'abord à vous-même, parce que pour être bien avec l'autre, pour être bien dans une nouvelle situation, une autre situation, il faut d'abord pouvoir être bien avec soi-même. Être en couple, si on n'est pas bien avec soi-même d'abord, le couple ça va pas fonctionner. Le couple ça doit être la cerise sur le gâteau. C'est un peu la même chose. Donc ça c'est très important. Et donc voilà, là où moi je peux vous accompagner, c'est justement de pouvoir vous accompagner dans ce travail-là, dans ce chemin par rapport à tout ce qui remonte, voilà, dans ce vécu d'expatriation. Je peux vous accompagner là-dedans, vous soutenir et vous permettre de d'abord travailler ça, régler ces petits conflits-là, pour après vraiment aller avec authenticité à la rencontre de l'autre, créer des nouvelles relations, mais pas dans un truc superficiel où c'est juste pour se sécuriser. Tout à fait. Et en fait, il n'y a rien de profond. Et il n'y a rien de profond. Que du Donc, superficiel. soyez d'abord profond avec vous-même, faites un vrai travail d'intériorisation avec vous. N'en ayez pas peur parce que ça va aller. Et après, vous vivrez vraiment bien cette expatriation. Je crois que tu voulais aussi me parler d'une dernière chose, l'automédication. Oui. Tout à fait, oui, voilà. Alors, on parlait des addictions, mais l'automédication, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en expatriation, mais elle peut être un vrai problème parce que voilà, on a moins le cadre social, on n'a pas nos médecins habituels, la médecine est parfois différente ici, c'est plus facile de se procurer des médicaments qu'on ne pourrait pas se procurer facilement en Europe. Oui. Et donc parfois on a tendance à du coup se replier sur soi-même et voilà, se soigner soi-même, etc. Et ça peut parfois aussi amener des dérives. Parce que voilà, on entre un peu dans une errance thérapeutique, on n'est à nouveau pas contenu par quelque chose qui vient nous mettre du cadre. Et donc ça, voilà, l'automédication, ça peut être... donc tu sensibilises les gens là-dessus. Il faut faire attention à ça. Surtout en cette période actuelle, très incertaine. Plus en cette période actuelle. Et j'aimerais vous dire par rapport à ça, par rapport à ce fameux Covid-19, que continuez à maintenir les liens entre vous, avec la famille d'origine, les liens ici, mais faites-le vraiment avec cette authenticité-là, cette solidarité, cette tolérance, cette bienveillance. On est tous dans le même bain. Et puis, surtout, vous qui êtes encore ici, dites-vous que vous avez fait déjà un fameux chemin en osant, parce qu'il faut le faire, oser s'expatrier. Absolument. C'est un courage et des ressources, une force assez grande. Et donc, j'ai envie de vous dire, ce passage-là, vous l'avez déjà fait. Alors là, le passage de cette crise, ça va aller aussi. C'est un passage, ça passe. Et puis, je vous invite vraiment à faire confiance en vos ressources et à être créatif. Même si je sais que c'est facile à dire, même pour moi-même, mais on peut y arriver et on peut passer tout ça. En tout cas, c'est hyper motivant et puis c'est optimiste. Hein. J'aime bien. Je préfère. Aline, est-ce que tu peux donner tes coordonnées? Oui, donc comme tu disais, moi je consulte à la résidence Plein Sud 1, donc face à l'hôtel Amaryllis à Sally. Mon numéro de téléphone auquel vous pouvez me joindre, c'est le 78 016 08 53. Écoute, je le ferai apparaître sur l'écran de toute façon, comme ça, les personnes qui, dont le message, ça leur a parlé, ça les a interpellés, comme ça, ils peuvent t'appeler. Donc voilà, tu es là de toute façon, hein, tu bouges pas d'ici. Tout à fait, je suis là, moi. Donc tu es fidèle au poste, comme moi. Écoute, en tout cas, je te remercie pour cette interview. À toi. Et puis voilà, moi je vous reprends dans quelques minutes. À tout de suite. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo avec Aline. Hein. Donc c'est vrai, c'est ce que j'expliquais. On aurait pu encore en discuter longuement. C'est parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. J'avais d'autres questions encore en tête, mais ça aurait été trop long la vidéo. Donc voilà. Donc elle vous a donné les coordonnées. Donc si vous êtes sur Sally ou dans le coin, que vous avez besoin de parler, de vous exprimer, d'être appuyé, conseillé, n'hésitez pas justement à l'appeler parce que franchement c'est quelqu'un d'adorable et j'ai trouvé sa présence très agréable. Voilà ce que je pouvais vous dire donc dans cette vidéo. Alors tout de suite après, je vous mettrai, pour ceux que ça intéresse, une petite comédie qui dure 2-3 minutes de gens, puisque je sais qu'avec le confinement les gens tournent en rond. Et ils font des petits films ou des petites vidéos. Donc là, ça parle du ver solitaire. C'est une petite allusion à l'alcoolisme en confinement. Donc je vous ai mis ça à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, c'est rigolo. J'ai trouvé ça amusant. Voilà ce que je pouvais vous dire.
Autrement, concernant les nouvelles du Sénégal, les vols entre la France et le Sénégal via Air France continuent toujours. Alors beaucoup appellent ça des vols de rapatriement. Je rappelle que ce sont des vols commerciaux. Si c'était des vols de rapatriement, bah déjà les prix seraient moindres, voire peut-être gratuits. Ce n'est pas le cas. À l'heure d'aujourd'hui, les prix des billets sont chers, hein. C'est minimum 700 voire 800 €. Ça monte au-delà. Je rappelle que l'argumentaire de la compagnie aérienne, c'est que les vols pour venir sont à vide et que donc les gens, quand ils sont ici et qu'ils souhaitent rentrer en France, la compagnie doit tenir compte de ce vol à vide sans passagers lors de la venue de l'appareil au Sénégal. Alors ça me gêne un peu cet argument parce que je sais qu'en parallèle, énormément de Sénégalais sont bloqués en France à l'heure d'aujourd'hui et ils souhaitent revenir au Sénégal. Alors je n'arrive pas à comprendre que le gouvernement français, le gouvernement sénégalais n'ont pas pu s'entendre pour que les vols d'Air France puissent ramener les Sénégalais qui sont bloqués en France dans leur pays et au retour justement rapatrier les Français bloqués ici pour les ramener en France. D'une pierre deux coups. Voilà, je comprends pas trop ça. Ça aurait permis de régler deux problèmes en une seule fois et surtout d'amoindrir les coûts qui à l'heure d'aujourd'hui sont quand même onéreux. Il reste encore beaucoup de Français bloqués ici. Hein. Je pensais qu'il y en avait moins, mais il en reste encore. Je rappelle pour ceux qui sont bloqués ici qu'il existe des groupes Facebook. J'ai vu dernièrement, je suis d'ailleurs un groupe qui s'appelle Français, Françaises bloqués au Sénégal. Je trouve le groupe très dynamique, où il y a énormément d'échanges et je le trouve beaucoup plus constructif que ce qu'on peut nous proposer de manière officielle. Donc c'est pour vous dire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ces groupes-là. Vous y recueillerez un maximum d'informations, d'échanges, de ressentis, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Prochaine vidéo la semaine prochaine. Le sujet, j'en ai pas la moindre idée. On verra. Comme toujours, on s'adaptera. Et puis sur ce, à très bientôt. Bon week-end. Merci. Professeur Didier Rajoux, après le Covid-20, vous souhaitiez encore nous alerter sur une nouvelle épidémie. Oui, c'est très inquiétant en effet. À cause du confinement, on voit apparaître là une nouvelle épidémie, le ver solitaire. C'est-à-dire? Le ver solitaire, des gens qui prennent l'apéro tout seuls. On pouvait s'y attendre. Hein. Avec le confinement, les gens sont isolés et puis on le sait, les Français sont une population à risque, ils sont extrêmement vulnérables hein, quand il s'agit d'apéro. On observe là une augmentation massive des cas, avec de plus en plus de patients qui sont actuellement dans un état avancé de solitude. Quels sont les symptômes du ver solitaire? Oui, les premiers symptômes qui peuvent alerter, hein, si vous avez une sensation de bouche sèche ou une envie frénétique de cacahuètes, ou même un sentiment de raideur au niveau de la main, c'est probablement que vous êtes déjà apéropositif. On résume ces symptômes en disant que les malades sont atteints de soif, syndrome obsessionnel d'ivresse à la française. Ivresse à la française étant le terme médical pour parler d'apéro, mais le symptôme le plus caractéristique hein, du ver solitaire, c'est un état de désorientation temporelle qui va croissant avec le confinement. Je m'explique avec un graphique. La première semaine de confinement, on voit les gens sont bien organisés, les journées... c'est deux temps bien distincts, de 8h à 18h on boit le café, de 18h à minuit l'apéro. La deuxième semaine, on voit poindre des premiers symptômes de l'épidémie avec une dérégulation des rythmes, on prend l'apéro dès 16h. La troisième semaine, ça s'aggrave, hein, les journées ne sont plus séparées en deux que par l'apéro du matin et l'apéro du soir. Et puis la quatrième semaine, là c'est le stade critique. C'est tout le temps l'heure de l'apéro et malheureusement, on n'a pas le recul nécessaire hein, pour prévoir la suite, mais d'ici au 11 mai, ça risque d'empirer. Comment se transmet le ver solitaire ? Oui, ça se transmet essentiellement par vidéoconférence. Les gens atteints par le ver solitaire appellent d'autres personnes via Zoom, Skype, FaceTime pour leur proposer un apéro. Et là, c'est souvent l'escalade. Hein. Une fois qu'on a regoûté ce petit plaisir, on ne revient pas facilement, avec parfois des extrémités alarmantes. Hein. On nous a signalé là, des gens qui ont brisé l'écran de l'ordinateur en essayant de trinquer un peu trop fort.
D'autres, évidemment, qui au bout du 7e verre ont l'impression de ne plus être seuls dans leur appartement et commencent à débattre avec eux-mêmes de la situation sanitaire actuelle. Et là, en plus, on devient extrêmement vulnérable également au Covid-20, la maladie dont je vous parlais la dernière fois. Que faire face à cette épidémie, professeur? Deux possibilités. Alors, soit vous n'êtes pas atteint par le ver solitaire. Alors, le conseil, c'est d'éteindre vos téléphones et vos ordinateurs entre 17h et 20h, qui sont les heures où on est le plus fragile. Deuxième cas, eh bien, malheureusement, vous êtes atteint de ver solitaire. Essayez de freiner vos ardeurs. On préconise d'éviter les rayons à risque des supermarchés. Et puis, évidemment, pour freiner la propagation du ver solitaire, le meilleur geste barrière, c'est encore de porter le masque chez vous, tout le temps. Merci, professeur. Je vous en prie. À votre santé. Professeur Didier Rajoux, après le Covid-20, vous souhaitiez encore nous alerter sur une nouvelle épidémie. Oui, c'est très inquiétant en effet. À cause du confinement, on voit apparaître là une nouvelle épidémie, le ver solitaire. C'est-à-dire? Le ver solitaire, des gens qui prennent l'apéro tout seuls. On pouvait s'y attendre, hein. Avec le confinement, les gens sont isolés et puis on le sait, les Français sont une population à risque, ils sont extrêmement vulnérables hein, quand il s'agit d'apéro. On observe là une augmentation massive des cas, avec de plus en plus de patients qui sont actuellement dans un état avancé de solitude. Quels sont les symptômes du ver solitaire? Oui, les premiers symptômes qui peuvent alerter, hein, si vous avez une sensation de bouche sèche ou une envie frénétique de cacahuètes, ou même un sentiment de raideur au niveau de la main, c'est probablement que vous êtes déjà apéropositif. On résume ces symptômes en disant que les malades sont atteints de soif, syndrome obsessionnel d'ivresse à la française. Ivresse à la française étant le terme médical pour parler d'apéro, mais le symptôme le plus caractéristique hein, du ver solitaire, c'est un état de désorientation temporelle qui va croissant avec le confinement. Je m'explique avec un graphique. La première semaine de confinement, on voit les gens sont bien organisés, les journées... c'est deux temps bien distincts, de 8h à 18h on boit le café, de 18h à minuit l'apéro. La deuxième semaine, on voit poindre des premiers symptômes de l'épidémie avec une dérégulation des rythmes, on prend l'apéro dès 16h. La troisième semaine, ça s'aggrave, hein, les journées ne sont plus séparées en deux que par l'apéro du matin et l'apéro du soir. Et puis la quatrième semaine, là c'est le stade critique. C'est tout le temps l'heure de l'apéro et malheureusement, on n'a pas le recul nécessaire hein, pour prévoir la suite, mais d'ici au 11 mai, ça risque d'empirer. Comment se transmet le ver solitaire? Oui, ça se transmet essentiellement par vidéoconférence. Les gens atteints par le ver solitaire appellent d'autres personnes via Zoom, Skype, FaceTime pour leur proposer un apéro. Et là, c'est souvent l'escalade. Hein. Une fois qu'on a regoûté ce petit plaisir, on ne revient pas facilement, avec parfois des extrémités alarmantes. Hein. On nous a signalé là, des gens qui ont brisé l'écran de l'ordinateur en essayant de trinquer un peu trop fort. D'autres, évidemment, qui au bout du 7e verre ont l'impression de ne plus être seuls dans leur appartement et commencent à débattre avec eux-mêmes de la situation sanitaire actuelle. Et là, en plus, on devient extrêmement vulnérable également au Covid-20, la maladie dont je vous parlais la dernière fois. Que faire face à cette épidémie, professeur? Deux possibilités. Alors, soit vous n'êtes pas atteint par le ver solitaire. Alors, le conseil, c'est d'éteindre vos téléphones et vos ordinateurs entre 17h et 20h, qui sont les heures où on est le plus fragile. Deuxième cas, eh bien, malheureusement, vous êtes atteint de ver solitaire. Essayez de freiner vos ardeurs. Hein. On préconise d'éviter les rayons à risque des supermarchés.
Et puis, évidemment, pour freiner la propagation du ver solitaire, le meilleur geste barrière, c'est encore de porter le masque chez vous, tout le temps. Merci, professeur. Je vous en prie, à votre santé.